Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Dans 15 ans, moi j'imagine le monde du travail comme étant hybride. Donc, je pense que ce mot est devenu un peu galvaudé, mais je suis convaincu que nous installons durablement dans une organisation présentielle, distancielle du travail, pour chaque individu bien sûr, mais aussi collectivement, puisque nous devrons apprendre à gérer un mix de présentiel et de distanciel à un instant donné. C'est pour ça que moi je crois beaucoup à des choses comme la présence holographique, beaucoup plus qu'au métaverse par exemple dans une utilisation professionnelle. J'entends aussi hybride par un mix humain-non humain, hein. On peut penser aux robots ou autres exosquelettes bien sûr, et ils sont de plus en plus présents dans notre environnement professionnel, pour un manutentionnaire, pour un chirurgien réputé, pardon. Mais on peut également penser à l'intelligence artificielle, hein, qui avance à pas de géant ces derniers mois. Donc les domaines d'application me semblent infinis et puis ça donne un peu le vertige. Mais je crois pas qu'il faut avoir peur de ces évolutions et moi je prends le pari que dans 15 ans, on aura des semaines de 3 jours avec peut-être, une semaine une journée pardon de présentiel et peut-être 4 jours de week-end. Le management visuel est d'autant plus d'actualité avec le développement du télétravail. Mais en quoi cela consiste exactement ? Et comment collaborer correctement à distance en gardant une cohésion sociale ? Ingénieur de formation, entrepreneur depuis plus de 15 ans, Julien Bélanger est directeur des opérations chez Ubiki, une plateforme de travail collaboratif inspirée des méthodologies Lean et Agile. Julien s'intéresse de près aux nouvelles approches managériales, aussi bien pour faire évoluer leurs produits que pour accompagner les équipes de leur start-up. Ainsi, dans cet épisode, après avoir défini ce qu'est le management visuel et abordé la méthode agile, nous démystifions certains points du Lean Management. Ce management demande également de changer de posture par rapport à la notion de problème et de critique. Et notre échange aborde en filigrane les évolutions du télétravail et du travail hybride et de leur développement dans le futur. Bonjour Julien, avez-vous une évolution du monde du travail qui vous a marqué et explique ce que vous faites aujourd'hui ? Bonjour Laure, merci de m'interviewer sur ces sujets. Alors, j'ai commencé ma carrière comme consultant et puis j'ai enchaîné les missions dans des grands groupes français ou étrangers et j'ai rapidement fait le constat que les longues chaînes hiérarchiques n'étaient pas vraiment faites pour moi. Comme la plupart des gens de ma génération et encore plus des générations suivantes, je pense, j'avais besoin de sens, de responsabilité et puis de liberté également. Attention, je pense qu'il s'agit pas de faire n'importe quoi, hein. Le monde du travail n'est pas un jeu. J'avais besoin qu'on partage avec moi les informations pour comprendre, qu'on tienne compte de mon avis, voire qu'on me laisse décider lorsque j'avais tous les éléments en main. Je me suis tourné vers l'entrepreneuriat, principalement à cause de ça, très tôt. Côté sens, responsabilité et liberté, je crois que j'étais servi, mais j'étais seul et j'ai dû apprendre beaucoup de choses par mes propres moyens. En 2015, on m'a parlé d'une plateforme de travail collaboratif qui deviendra plus tard Ubiki. Et j'ai tout de suite été séduit par le concept. Ça faisait écho à mes propres aspirations et à celles, je crois, de toute une génération. On parlait intelligence collective, agilité et auto-organisation, enfin le rêve. Évidemment, la dernière évolution en date, le télétravail, a fortement impacté mon quotidien également, notre produit et plus généralement la notion d'intelligence collective en entreprise. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Donc c'est vraiment
ce que vous recherchez, hein, ce manque de sens qui vous a fait, prendre ce chemin? Et est-ce que c'était en lien avec une évolution particulière? Je parlais effectivement de ce manque de sens, mais d'une façon, générale. Mmh. Un manque d'autonomie aussi. En fait, je pense que l'évolution du monde du travail dont je parlais était plutôt une évolution, des salariés eux-mêmes. Je pense qu'à partir de ma génération, en fait, les gens ont pas, perçu le travail comme un moyen de se nourrir, mais comme une partie intégrante de leur vie, d'une façon globale, y compris, leur vie, personnelle, enfin qui fait un tout, vie personnelle, vie professionnelle. Et donc, ces notions d'autonomie, de sens, de travail, collectif, social, ce sont des évolutions qui viennent des salariés, mais qui ont fortement impacté le monde du travail à mon sens. Oui, complètement, ouais. Et oui, pour répondre à votre question, évidemment, l'entrepreneuriat, c'est une des réponses que j'ai trouvées, sans pour autant que ce soit la seule ni la meilleure. Mais voilà, donc très, très tôt, vers 1 an après la sortie de mes études, j'étais déjà, dans cette démarche. Donc effectivement, il y a eu, ces dernières années, télétravail qui s'est amplifié avec la crise du Covid. Alors, comment collaborer correctement à distance? Comment on garde une cohésion sociale et un management efficace avec, le télétravail et puis les nouveaux modes de fonctionnement? Je pense que vous l'avez compris, hein, Ubiki travaille sur un outil, qui permet de faciliter, la collaboration, au sein d'une équipe, en présentiel, comme en distanciel. Donc, on peut penser qu'on était, armés, côté Ubiki pour affronter, cette révolution du télétravail. En réalité, on était sans doute, plus armés que d'autres sociétés, évidemment, mais pas complètement prêts. Je pense que, enfin, il faut garder cette humilité et effectivement, il y avait quand même pas beaucoup d'entreprises qui avaient, anticipé ça. Quelques startups, hein, qui commençaient, pour d'autres raisons, à travailler, à généraliser le télétravail, hein, notamment la raison du recrutement, de talents, qui sont, distants. Donc la possibilité de recruter un peu n'importe où dans le monde. Donc ça, c'était un vrai atout pour ces startups. Et donc elles avaient pris le virage avant les autres. C'était pas notre cas, mais effectivement, on était au moins outillés, pour ce virage du télétravail. On a dû, nous réinventer, hein, essayer, des choses, se tromper, améliorer et je pense que comme la plupart des entreprises, on a essayé, pas mal des choses. Je vais faire un petit bilan, sur ce qui, marche chez nous aujourd'hui. Donc, plutôt en 4 points. Le premier point, c'est de partager l'information de façon transparente, via le management visuel. Je pense qu'on reviendra sur le sujet du management visuel, un peu plus tard, mais le sujet est effectivement de faire en sorte que tout le monde ait le même niveau d'information dans l'équipe. Ensuite, le deuxième point, c'est un petit meeting quotidien, qu'on appelle daily, hein, dans les méthodologies agiles. Pour nous, il se fait, le matin, pour démarrer la journée et puis c'est l'occasion de parler de ce qui a été fait la veille, du programme de la journée à venir et c'est, globalement l'occasion idéale pour demander un petit coup de pouce, un petit coup de main à un collègue sur un point sur lequel on a bloqué la veille, par exemple. Le troisième point, c'est qu'on organise quand même des réunions en présentiel, des réunions qu'on appelle nous de sprint, qui ont lieu tous les 15 jours, où on essaye de faire venir un maximum les salariés. Donc c'est un point plus important, donc point qui porte à la fois sur le travail, mais aussi et surtout, je dirais, sur la vie en équipe et savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses sur ces aspects-là. Et puis le quatrième point, c'est que, bon, environnement startup oblige, on n'a pas oublié les petits événements réguliers. Donc, on peut penser à des after work, ou une raclette ou un match de foot dans le contexte actuel. Ça, ce sont des éléments qui permettent de mieux connaître les gens avec qui on travaille et puis les gens qui font partie de la famille des gens avec qui on travaille. Ça contribue vraiment à créer des liens forts qui ne se distendront pas avec, un télétravail massif par la suite. Donc l'organisation qu'on a mis en place, elle est courante, hein, dans les équipes, agiles de développement logiciel, mais, en y réfléchissant bien, je pense qu'elle peut être appliquée à n'importe quelle, équipe, avec encore une fois comme objectif de partager l'information, de s'entraider entre collaborateurs, tout en mettant en place une dynamique d'amélioration continue, sur la performance et sur la vie de l'équipe. Alors justement, le management visuel, hein, c'est votre spécialité.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, un peu plus en quoi il consiste? Même si là, on a commencé à rentrer dedans et comment le mettre en place et puis ce qu'il apporte en particulier? Alors, le management visuel, c'est fondé sur le partage des informations entre tous les membres d'une équipe, comme, je vous l'expliquais, précédemment. Oui. Donc il vise à faciliter la compréhension d'une situation. Donc, beaucoup d'études ont montré que, le fait de présenter les choses de façon, claire, concise et très visuelle facilite, la compréhension. On a vu des études qui montrent que 80 de ce qu'on retient passe par notre visuel, et donc c'est important de mettre les choses sous cette forme-là. La compréhension de la situation, elle permet de visualiser des écarts. C'est-à-dire que, clairement, quand on a écrit, les choses noir sur blanc, on va voir ce qui fonctionne moins bien que ce qu'il faudrait, et cette compréhension des écarts va elle-même aboutir à une mise en œuvre d'actions d'amélioration. Donc, on est dans une dynamique de mettre en avant les problèmes, très clairement. Donc, concrètement, vous prenez un grand tableau blanc sur lequel vous représentez, selon votre cas, votre processus de production, votre plan d'action, vos principaux indicateurs, et vous décrivez les choses le plus simplement du monde, quoi. Généralement, sur des post-it de façon à ce que ce soit succinct, et puis vous allez utiliser les formes, les couleurs pour rendre les choses encore plus lisibles et pour mettre, hem, la compréhension, à tous, et puis vous mettez vos équipes régulièrement devant ce fameux tableau blanc pour qu'elles le fassent évoluer bien sûr, mais qu'elles réfléchissent à la situation actuelle de l'entreprise. Donc, tout le monde pourra ainsi voir ce qui va bien et ce qui va moins bien, et l'équipe se mettra d'elle-même à faire de l'amélioration continue. C'est assez magique, en réalité. Bon, dans la réalité, je pense qu'il faut, penser en amont ce qu'on souhaite représenter. Il y a un peu d'accompagnement au changement à faire aussi, et finalement, plutôt du côté manager que du côté, salarié, puisque, ben, on va en finir avec, la distribution, unilatérale des tâches. C'est l'équipe qui voit ce qu'elle a à faire et qui se répartit le travail. Bon, si l'entreprise n'est pas du tout dans cette culture-là au départ, il faut effectivement mieux se faire accompagner pour bien démarrer dans cette démarche de management visuel. Oui, parce qu'effectivement, on ne peut pas l'appliquer sans avoir déjà, posé certains principes et peut-être fait évoluer, comme vous le dites, la culture d'entreprise et les manières de manager. Oui, oui, bah, de mon expérience, sur le sujet, c'est l'expérience de l'éditeur logiciel qui va vendre son logiciel à quelqu'un, à une entreprise qui, veut faire du management visuel. Le logiciel est pas, un outil magique. C'est-à-dire que, on va pas, se mettre à faire du management visuel parce qu'on a un outil digital pour le faire. Clairement, on s'est rendu compte qu'il y avait des clients qui avaient besoin d'être accompagnés dans la démarche. Alors, c'est pas tous les clients, puisque on a des clients qui sont fortement sensibilisés au management visuel et aux lignes plus généralement, mais clairement, cet accompagnement est hyper important pour le démarrage. Donc, comme je disais, accompagnement à la fois sur ce qu'on va mettre sur son management visuel, parce qu'il faut bien considérer que si son management visuel devient une sorte de bible pour l'équipe, il y a une importance hautement stratégique à sa conception, à ce management visuel. Ça, c'est le premier point, et le deuxième point, c'est effectivement cette partie autogestion de l'équipe qui est pas forcément facile à appréhender, pour, beaucoup de managers. Et un partage de l'information, la transparence de l'information aussi, qui change peut-être avec certains modes de fonctionnement? Oui, alors ça va beaucoup avec cette notion d'autogestion. À partir du moment où on veut que les salariés, prennent des initiatives, se répartissent les tâches et cetera, ben, faut leur donner les informations, parce que sinon, on va directement à la catastrophe. C'est-à-dire qu'on va avoir un double problème d'une équipe qui va prendre des décisions, sur des mauvaises bases, et un manager qui va pas être content de cette façon d'appréhender les choses. Donc, la première chose, c'est que si on demande à quelqu'un, d'être autonome et de prendre une décision, il faut qu'il ait les informations, et c'est ce support du management visuel qui est essentiel pour ça. Vous m'aviez montré aussi, alors vous en avez parlé un peu des rituels, hein, qui permettent le lien social, mais justement à travers le management visuel, il y a des choses qui sont mises en forme pour ça?
Alors je parlais de nos rituels à nous, mais qui sont Oui. des rituels assez, traditionnels, hein, dans des équipes, de développement, logiciel agile. Le premier des rituels, effectivement, c'est le daily. Le daily, il est vraiment là pour, avoir une courte séquence d'échanges, entre les collaborateurs, mais entre tous les collaborateurs de l'équipe, hein. Les échanges one to one, viendront, après, à un autre moment de la journée. Mais là, l'objectif, il est vraiment de faire une petite synthèse de où on en est et le support, encore une fois, et le management visuel pour cette réunion. Et puis, on a mis en place ce qu'on appelle des réunions de sprint. Donc une réunion de sprint, ça va durer beaucoup plus longtemps, hein, peut-être, 1 à 2 heures, voire plus parfois. On va commencer cette réunion de sprint par faire ce qu'on appelle une rétrospective. Une rétrospective, c'est comment ça s'est passé les 15 derniers jours. Donc ce sont des questions ouvertes. Il faut accepter, toutes les critiques, tous les problèmes qui vont être remontés et on va demander aux gens: «Qu'est-ce qu'il faut commencer? Qu'est-ce qu'il faut continuer? Et qu'est-ce qu'il faut arrêter?» Et à partir de là, l'expression doit être libre, de façon à ce que, l'équipe s'améliore. Donc ça, c'est un moment très important de la réunion de sprint et puis après on va rentrer, plus dans l'opérationnel, c'est-à-dire voilà, comment on a fonctionné, enfin qu'est-ce qui a été réalisé, sur quoi on est en retard et cetera et cetera. Mais, évidemment le support là encore est, le management visuel, donc des grands boards avec des post-it qui constituaient, le travail à réaliser dans les 15 derniers jours et puis on va finir la réunion en créant de nouveaux post-it pour dire voilà, ce qui va devoir être réalisé dans les 15 prochains jours. C'est une sorte de de réunion de synthèse, d'avancement et cetera qui est importante et moi j'aime particulièrement le fait qu'elle puisse avoir lieu en présentiel. Alors évidemment, bah, parfois on est obligé d'avoir une réunion hybride, hein, parce que tout le monde ne peut pas forcément être là, hein, notamment quand on a recruté des gens, très loin, ça va être compliqué de les faire venir en présentiel. Mais c'est sympathique de se voir à l'occasion de ces réunions. Vous m'aviez parlé aussi d'une notion de, je pourrais résumer, de simplicité, c'est-à-dire dans les boards justement utilisés en management visuel, de ne pas en faire trop, de vraiment choisir les bons, de sélectionner, on va dire, les bons boards, les bons visuels qui résument l'information sans se perdre dedans et sans passer un temps fou justement à les faire, à les transformer. Oui, oui, alors, tout doit être succinct en management visuel. À la fois la quantité, globale de post-it qu'on va avoir sur le board. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir une vision du projet, d'équipe en un clin d'œil. Mmh. Donc on va éviter, d'avoir une multitude, de post-it. Il faut trouver la bonne échelle. On veut avoir un process qui reste relativement simple, hein. On peut penser à des process, pour développer, une fonctionnalité, d'une application. Bah, on va commencer par définir cette fonctionnalité. Ensuite, on va faire une étude de faisabilité, découper en sous-tâches et cetera. Mais il faut qu'on garde quelque chose de très lisible et simple. Et c'est vrai aussi donc, pour le post-it lui-même. C'est-à-dire qu'on va pas mettre trop de texte sur un post-it pour décrire quelque chose. Si on a besoin de mettre trop de texte, c'est probablement que c'est trop complexe et qu'il faut qu'on redescende, sur une échelle, inférieure. Donc effectivement, il y a une recherche de simplicité et il y a une expression qui dit, «Ceux qui conçoit bien, s'expriment clairement». Oui. Et elle prend tout son sens. C'est-à-dire que si on est capable de décrire en 2 mots ou en 3 mots sur un post-it quelque chose, c'est qu'on l'a bien en tête, on a bien compris, ce que l'on recherchait. Donc ça, c'est vraiment, la partie succincte et puis surtout utiliser les couleurs parce que, à travers une forme de post-it ou une couleur, on va pouvoir exprimer des choses qui vont, à la fois être de l'information, mais surtout de l'information captable au premier coup d'œil. Donc quand on va utiliser par exemple, nous on va utiliser, les formes de post-it pour représenter des choses. Par exemple, les bugs, ça va être des losanges, les nouvelles fonctionnalités, c'est des rectangles. Voilà, au premier coup d'œil, on voit, à quel point l'équipe est actuellement occupée à produire de la nouvelle fonctionnalité ou corriger les bugs. Et on peut, en comptant ces post-it, construire des KPI qui vont nous donner, la dynamique actuelle de l'équipe. Voilà.
Alors, en plus du management visuel, quels sont les autres principes du lean management que vous utilisez au quotidien? Je vais revenir sur le lean management en lui-même parce qu'il a souvent mauvaise presse. Heu, on le limite souvent à finalement à la recherche de performance, de productivité. Alors, c'est sûr que c'est une de ces dimensions, hein, mais pour moi, c'est vraiment loin d'être la seule. Par exemple, j'ai eu la chance d'être formé au Lean par quelqu'un qui m'a appris que, un indicateur de productivité, devait impérativement être doublé d'un autre indicateur plus axé sur la qualité de vie au travail. Donc le Lean s'intéresse à tous ces aspects. Mais, je dirais que pour résumer, en fait, le Lean, c'est avant tout une méthode qui vise à 3 choses. La première, c'est d'aller voir sur le terrain. Aller voir sur le terrain pour observer les équipes, avec un œil bienveillant de celui qui va essayer de faciliter les choses. L'objectif, il n'est pas, de taper sur les doigts des gens parce que les choses sont pas faites correctement, mais c'est d'essayer de comprendre ce qui pourrait être amélioré. Deuxième point, c'est d'écouter ses clients, petits et grands, pour comprendre, ce qui apporte vraiment de la valeur ajoutée, à ses clients. Dans une première approche, quand on a une interview avec un client, il va être capable de nous dire 100 points d'amélioration qu'il imagine sur le logiciel. Et puis quand on creuse, en fait, c'est aucun de ces 100 qui est le plus important pour lui, c'est un 101e. Voilà, donc c'est cette écoute, cet échange avec les clients qui est aussi une des bases du Lean, pour construire un produit à valeur ajoutée pour le client et centré sur le client. Et le troisième point, qui est fondamental, peut-être le plus important pour moi, c'est de se remettre en question en permanence. Trouver les écarts, comme je le citais tout à l'heure sur la démarche de management visuel, trouver les écarts pour essayer d'améliorer les choses. Encore une fois, on peut parler de performance, mais on peut aussi et bien évidemment parler de qualité de vie au travail, du côté social de l'entreprise. Il y a vraiment un côté changer de posture par rapport à la notion de problème, de critique et puis d'écart, hein, comme vous venez d'en parler. Enfin, ceux-là sont nécessaires d'ailleurs pour que ce type de management fonctionne bien. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément, voilà, on a assez peur du problème, de la critique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment vous abordez ce changement de posture et ce qu'il entraîne au quotidien? Déjà, je vais partir d'un constat simple, hein, c'est que pour faire de l'amélioration continue, il faut partir du principe que ce que l'on fait est imparfait. Ça paraît, complètement trivial, mais c'est pas forcément, évident pour tout le monde. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que moi j'ai ressenti quand j'ai touché du doigt le lean. Il y avait plein de choses qui me semblaient absolument évidentes, pardon, mais pas forcément, mises en pratique partout. Donc on dit qu'on fait de l'amélioration continue, très bien, donc ça veut dire que ce que l'on fait peut être amélioré. 1er constat. Alors c'est vrai que d'une façon générale, notre culture, nous pousse davantage à mettre des problèmes sous le tapis, heu et la critique est perçue, très négativement. On a, souvent, l'impression de se faire rabrouer quand, un problème, une non-qualité, un écart a été constaté sur le travail qu'on a produit nous-mêmes. Le management visuel, en fait, il vise justement à mettre en lumière ces problèmes. Donc, on ne cherche pas à les mettre sous le tapis, c'est exactement l'inverse. On cherche à les mettre en lumière pour les analyser et trouver des pistes d'amélioration. Heu, dans une première approche, c'est pas simple à mettre en place. On se sent coupable, heu et la culture de l'entreprise doit apprendre plutôt à célébrer, plus la résolution d'un problème que l'absence de problème. Je pense que si quand on part de ce pied-là, on change un petit peu la vision des choses. Et pour revenir au cas du Biki, en fait, c'est un sujet, où l'esprit lean rejoint un peu l'esprit startup. Il y a pas mal d'études qui ont montré que quand on prend des décisions rapides, avec des erreurs et avec un cycle d'ajustement, très court, on fonctionne mieux et plus rapidement qu'en prenant peu de décisions avec très peu d'erreurs cette fois. Donc l'esprit startup, c'est ça, hein, c'est je vais, prendre des décisions avec un cycle de décision, hyper court, pas trop de niveau hiérarchique. Je vais prendre des décisions, il y aura des erreurs dans le lot, mais finalement je vais plus loin avec ce cycle-là qu'avec un cycle beaucoup plus long de prise de décision.
Donc, j'aime beaucoup votre phrase, célébrer la résolution d'un problème plutôt que l'absence d'un problème. Effectivement, ça change vraiment de perspective. Comment voyez-vous l'évolution du travail justement à distance et l'organisation des équipes dans le futur? Est-ce que vous voyez de nouveaux changements arriver, des évolutions? J'ai pas de boule de cristal, et en plus, je pense que le passé récent, comme je disais, hein, pas grand monde avait, vu venir la poussée massive du télétravail, hein. Donc le passé récent, nous a appris à rester très humbles. Mais je suis persuadé que le travail, hybride, présentiel, distanciel va s'installer, durablement, dans nos vies. Et en fait, j'en suis convaincu parce qu'il répond, à mon avis, à 2 aspirations fondamentales des hommes et des femmes qui constituent nos entreprises aujourd'hui. Première, c'est avoir plus de liberté dans l'organisation de son temps personnel, professionnel. C'est vrai que, bah, j'en parlais ce midi avec un collègue qui me dit: «Bah, c'est super bien le télétravail parce que je lance ma machine le matin, le midi, je l'étends et donc cette tâche ménagère ne mange pas ni mon temps de travail d'ailleurs, ni, mon temps personnel du soir». Voilà, c'est ce genre de petites libertés qui sont offertes par le télétravail, mais qui comptent beaucoup. Et puis, le deuxième point, c'est contrôler, hein, notre impact environnemental, en limitant les déplacements. Je pense que fondamentalement, les gens n'aiment pas passer du temps dans les transports parce qu'effectivement ça nuit à leur liberté, à leur temps libre et cetera. Mais aussi il y a cette prise de conscience, environnementale qui est importante et très clairement le télétravail, permet, d'éviter de nombreux déplacements, hein. On peut parler télétravail, on peut parler aussi, de toutes les activités commerciales qu'on va faire, via des systèmes de visio, conférences. Évidemment, ça va dans ce sens-là également. Et puis, pour finir, en fait, là, c'était le point de vue des salariés, mais du point de vue de l'entreprise, c'est une opportunité extraordinaire, hein, de pouvoir recruter, des talents, sans avoir le frein, du déménagement, de la relocalisation et cetera. Aujourd'hui, on a de plus en plus de startups qui, ouvrent des postes, partout dans le monde en une seule fois. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus simple, pour avoir quelqu'un d'extrêmement doué, sur le sujet, qui nous intéresse. Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller sur ces sujets? Peut-être pour dédiaboliser le lean, j'ai lu, dernièrement un bouquin qui s'appelle, Learning to Scale de Régis Medina, qui est une très bonne introduction à la philosophie lean. Ça donne, les principales clés, hein, de compréhension avec des exemples détaillés. J'ai trouvé ce livre très instructif et c'est ce livre aussi qui m'a fait dire: «Mais oui, le lean est plein de bon sens». Enfin, Mmh. très clairement, il faut y voir des principes, humains et de travail en collaboration, qui sont pleins de bon sens, et qui méritent d'être mis en lumière pour, être appliqués dans notre quotidien. Je retiens effectivement de tout ce que vous nous avez dit, quand même le côté alors, lié au management visuel, hein, mais qui est, déjà la simplicité, simplifier les process. Je pense qu'on en a besoin, hein, avec, en plus quelque chose, bah, de très visuel, des couleurs, des formes qui parlent rapidement, à l'esprit, hein. Le côté transparence de l'information qui est de plus en plus demandé avec, une info qui descend, qui remonte plus facilement. Donc là, si on est au même niveau dans une équipe, c'est effectivement, d'autant plus simple. Le côté mettre en avant, hein, les problèmes pour évoluer, ne plus avoir peur de dire: «Bah, voilà, j'ai pas atteint mes objectifs, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait?» Plutôt se positionner en résolution de problèmes sans que ça soit, tout de suite une atteinte, à son travail quelque part, une critique qui soit prise, violemment comme, voilà, on n'est pas efficace, on n'est pas bon, on répond pas aux attentes. Qui est un vrai changement, hein, je trouve, hein, parce qu'il demande aussi un travail sur soi, de chacun, je pense et évidemment, il faut que la réponse en face corresponde et le côté, vous avez mis en avant qualité de vie au travail, qu'on oublie peut-être effectivement un peu dans le lean management où on voit souvent le côté indicateur de productivité, hein, comme vous disiez et tous les indicateurs, que vous m'aviez montrés d'ailleurs, hein, qui permettent,
vraiment d'avoir aussi une transparence sur comment on se sent, comment on est, qu'est-ce qui va pas. Est-ce que ça vous semble un bon résumé des points importants? Oui, moi je dis, oui, tout à fait, hein. Je dis souvent qu'on est, au travail comme on était à l'école pour apprendre. Mmh. On sait pas tout de base, et sinon ce serait un inintéressant et 2 et 2 ça veut dire qu'on serait jamais en train d'innover et nous notre posture elle est de se dire: «Je veux innover». Alors évidemment, on n'innove pas sans se tromper, on n'innove pas sans, essuyer, les plâtres parfois, et donc cette culture de l'apprentissage, de l'écart, on peut l'appeler comme on veut et aussi, une façon de se positionner par rapport à ce qu'est l'entreprise dans notre vie. Et moi, je suis persuadé que l'entreprise doit apporter à l'ensemble de ses collaborateurs, des apprentissages, des nouveaux challenges et cetera et dans tout ça, ben, ça veut dire que, on rencontre des difficultés et c'est tout à fait naturel. Voilà, donc le lean, le management visuel sont là pour, aider l'esprit humain à faire le moins d'erreurs possible, bien sûr et puis à améliorer en itérant, et on est vraiment dans cette approche, traditionnelle des startups, hein. Je lisais, l'article d'un cofondateur d'Alan qui disait que lui, il cherchait à la base les mauvaises idées parce que les mauvaises idées, c'est celles qu'on écarte de base parce qu'on a tout un tas d'avis, préétablis, mais qu'en creusant parfois une mauvaise idée, il en sort une bonne idée. Et les bonnes idées sont souvent des idées que, tout le monde, admet comme étant une bonne idée et avec une vision peut-être un peu superficielle. Donc lui traque les mauvaises idées. J'ai trouvé ça intéressant. Oui. Ah oui, totalement. Alors, où peut-on vous retrouver sur internet? Alors, j'essaye d'être, assez présent sur LinkedIn, qui est vraiment, le réseau aujourd'hui, ben, pour publier régulièrement des posts. Donc, je m'intéresse évidemment au management visuel, vous l'avez compris et puis aux différents, cas d'usage, hein, du management visuel. Parce que, on peut penser que c'est fait pour des grandes entreprises et des ingénieurs, alors que, nous, on constate au quotidien que c'est fait pour, des équipes d'ingénieurs comme pour des ouvriers du bâtiment, dans toute taille de structure, d'une entreprise comme Thales à une PME familiale de taille de pierre, hein. Je vous donne cet exemple, qui vient de mon quotidien. Donc je m'intéresse, autant au management visuel qu'à, ben, qui l'a implémenté, comment, pourquoi et cetera. Et puis on se rend compte que finalement, quel que soit le domaine d'activité, en fait, nos cerveaux fonctionnent plus ou moins de la même manière, hein. Donc il y a le même enjeu à la simplicité de l'information, à la culture de l'écart, du problème et cetera. Et puis, je parle aussi du management, hein, d'une façon plus générale, quelque chose qui m'a marqué dans la semaine, comment est-ce que, des gens, proposent des nouvelles façons de voir les choses. Parce que finalement l'enjeu principal aujourd'hui dans nos vies, de cadres, c'est comment est-ce que j'accompagne, mon équipe à grandir, à apprendre, je disais tout à l'heure, mais à grandir, et donc ben, quand je vois des choses qui m'intéressent, des articles, voilà, je publie aussi sur LinkedIn. Et puis pour finir, j'essaye aussi d'alimenter, un blog régulièrement, donc le blog du wiki, mais bon voilà, ça prend énormément de temps et puis les ressources sont parfois, rares en start-up et donc là en réfléchissant à cette question, je me suis rendu compte que ça faisait quelques semaines que j'avais pas publié sur le blog et qu'il faudrait que je refasse quelque chose, voilà. Je mettrai les liens de toute façon, hein, dans les infos, de l'épisode pour qu'on puisse vous retrouver. Est-ce que vous avez un dernier mot sur l'évolution du monde du travail ou des manières de travailler, donc en lien avec tout ce qu'on a dit, bien sûr? Oui, alors, moi enfin, au-delà de mon intérêt pour le lean et le management visuel, hein, j'ai la chance d'évoluer dans un environnement start-up et j'ai des apprentissages, depuis cet environnement puisque je travaille quotidiennement avec des personnes qui sont plus jeunes que moi. Alors si j'ai des choses à leur apprendre, je l'espère, mais ils ont aussi, ils m'ont forcé à me remettre en question, à imaginer, d'autres manières de travailler. Donc, un des sujets, qui m'intéresse là, c'est, la communication. Donc, un des sujets qui me vient en tête, c'est le canal de communication interne dans l'entreprise, hein.
Bon, je suis arrivé avec mes mails, hein, eux, ils m'ont dit: oublie tes mails». Donc j'ai tout de suite été enterré au profit de messagerie instantanée, hein, Slack en l'occurrence. Et puis pour les communications avec l'extérieur, ils m'ont toléré mes mails, mais il a fallu que je mette en place une solution pour échanger en temps réel autour d'un mail reçu, donc une sorte de chat autour du mail, hein. On utilise une messagerie qui s'appelle Front pour ça. Bref, tout ça pour dire que, ces nouvelles générations, elles m'ont un peu bousculé et on dit souvent que, la culture de l'écrit, se perd. Moi, je pense pas du tout. C'est juste une autre culture de l'écrit, et pour moi, c'est très important, hein, dans une entreprise. Donc mais c'est une culture de l'écrit, plus instantanée, plus vivante. Donc voilà, ça c'est une évolution aussi sur le monde du travail. Et je pense que si on ajoute, hein, ce qu'on avait déjà évoqué, sur la recherche de sens, de flexibilité, on a également une sensibilité accrue à la responsabilité, sociétale des entreprises. Si on ajoute tout ça, en fait, on a les principales clés, hein, des évolutions présentes et à venir dans le monde du travail. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt.